tu te rends compte de la chance que tu as. Tu vas sur des plateaux où tu expérimentes des choses qui sont complètement folles. Des trucs que tu vois nulle part ailleurs et que tu pourras jamais expérimenter d'une autre façon sur des super productions en fait. Combien ça gagne un cascadeur par exemple? Tu es payé à la scène, tu es payé au mois, est-ce que tu as un contrat en CDI, on va dire, avec une société de production Et je suis concentrée et il hurle, moi j'entends rien. Et donc il rentre dans le champ avec son extincteur et tout, il ressort, il panique un peu, tu vois. Bah, c'est des trucs de gosse, en fait, c'est des rêves de gamins qui se réalisent. Tu mets le costume d'un super-héros que t'as idolâtré gamin, c'est dingue. Ça te fait une émotion de dingue, quoi. Je pense le truc le plus stressant de ma vie de cascadeuse. Parce qu'il y a trop de... Tu sais, le feu, c'est pas toi qui maîtrises, en fait. Ah bah pas du tout, oui, c'est sûr. Et quand même des projets sur lesquels tu es très très fier de travailler, où tu te rends compte de la chance que tu as. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure, moi j'ai de la chance de tourner dans les Marvel. Nickel, par exemple. Et bah bienvenue dans ta salle ciné. Non, c'est la tienne. Ouais, wow. C'est vous qui l'avez construit. Oui, effectivement, magnifique. Bonjour Mélissa. Salut Jean-Paul. Ça va bien? Ça va et toi? Voilà, donc bienvenue dans notre podcast de My Ciné. Merci. Viens dans mon cinéma, ça s'appelle. Donc tu es l'une des premières invitées et on a tous hâte de découvrir. Donc en fait, Mélissa, je vais vous la présenter très rapidement. Donc elle s'appelle Mélissa Humler. Elle est cascadeuse professionnelle. Enfin, je crois, hein, c'est ça. C'est ça, oui. Et elle est surtout passionnée de cinéma. Ça aussi, c'est vrai. Hein. Ça aussi, c'est vrai. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est presque ton premier métier parce que tu adores aller au cinéma. Ah oui, depuis gamine. Moi, j'avais mes parents qui avaient un vidéoclub même. C'est pas vrai. Si, avec des cassettes. Avec des cassettes. Et c'était dingue. Mais tu connais les cassettes. Avec l'âge que tu as, tu connais les cassettes. Je sais que je suis hyper jeune, mais oui, je connais les cassettes. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont ouvert un vidéoclub. C'était incroyable. C'était vraiment mes plus belles années d'enfant. Ah ouais, ça devait être incroyable, ça. C'était incroyable. Et on a eu pendant des années, après la fermeture du vidéoclub, des paniers remplis de cassettes de VHS dans la maison. Du coup, j'ai vu absolument tous les films. On va quand même le dire, parce que Mélissa, on lui a fabriqué une salle de cinéma il n'y a pas très très longtemps. Et je crois que c'est tes parents qui en profitent presque le plus. Hein. Oui, puisque c'est chez mes parents. Mais moi, j'avais pas l'opportunité de le faire chez moi. Pour l'instant. Parce que je vis en appartement. Pour l'instant, exactement. Et donc, il y avait une dépendance chez mes parents dans laquelle on n'avait plus qu'à... Enfin, que vous aviez plus qu'à... Aménager. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est incroyable. Ouais, effectivement, l'expérience du home cinéma, comme on le dit, hein, de toute façon, tu vas très souvent au cinéma. La seule manière pour revoir un film dans les mêmes conditions, voire souvent même dans les meilleures conditions qu'au cinéma, c'est d'avoir un cinéma chez soi. Et effectivement, comme tes parents avaient un vidéoclub, autrefois, il n'existait pas forcément... si, les vidéoprojecteurs existaient déjà, mais bon, c'était pas forcément très qualitatif. Et pour regarder un film dans les mêmes conditions qu'au cinéma, c'était souvent difficile. Donc, de regarder un film d'action sur un téléviseur, c'est relativement moyen, je trouve. Dommage. Voilà, et aujourd'hui, on peut vraiment en profiter quand on a une salle de cinéma dédiée chez soi, c'est sûr. Et puis de revoir aussi, de voir pour la première fois au cinéma des films qu'on n'a jamais vus au cinéma. Exactement. Que moi, n'ai vu que sur la télé étant jeune. Quel film ? On va voir. De toute façon, on va discuter de tout ça, hein, t'inquiète, parce que moi, j'ai envie de savoir quels sont tes goûts musicaux, je les connais déjà à peu près. Au niveau du cinéma, j'ai aussi envie de te découvrir un peu plus, donc on va en discuter de ça. On va d'abord déjà commencer par le début, parce que les auditeurs ont tous envie de te découvrir, parce qu'effectivement, tu fais un métier quand même très atypique, et on va le découvrir là pendant toute la durée du podcast, parce que c'est quand même assez incroyable. Enfin, nous, on a adoré travailler pour toi, pour tes parents aussi, parce qu'on a eu un accueil juste incroyable pendant les presque 15 jours de travail. Donc déjà, effectivement, ça fait combien d'années que tu fais ce métier maintenant ? Ça fait 10 ans, je viens de fêter mes 10 ans. Le 24 ou le 14 octobre, je ne sais plus, là, 2024. Donc, ça y est. Et il y a une école spécifique pour faire ça ou Il y a une grosse école de cascade, qui est probablement la plus grosse école du monde, qui s'appelle Campus Univers Cascade, je fais de la pub, et qui se trouve dans le nord de la France maintenant, qui était à l'époque où moi je l'ai faite du côté d'Agen, et qui est remontée dans le nord, qui ont des infrastructures maintenant absolument incroyables. D'accord. Et qui forment des cascadeurs, des jeunes au métier de cascadeurs, que ce soit pour le cinéma ou pour les parcs d'attractions, le spectacle. Ok, et donc, mais comment l'idée t'est venue quand tu étais beaucoup plus jeune
de devenir cascadeuse? Peut-être que c'est un concours de circonstances ou c'est venu comment ça? Alors évidemment, moi j'ai baigné dans le cinéma entre guillemets, hein, sans l'avoir fait, mais voilà, avec le vidéoclub. Et puis j'ai développé très vite une grosse passion pour le cirque. Parce que tu faisais de la gym, je crois, étant plus jeune. Toute jeune, faisais un peu de gym. J'ai mon grand-père qui était prof de gym. Et puis, j'ai été très vite, très gosse, le cirque. Donc, c'est ce que je voulais faire. Je voulais aller au Cirque du Soleil. C'était le rêve de ma vie. Et donc, je suis partie très jeune de chez mes parents en sport-études cirque, puisqu'il existe un sport-études cirque dans le monde qui se trouve à Châtellerault en France. D'accord. Et donc, je suis partie là-bas dans le cirque. Et puis, il y a un côté qui m'emmerdait dans le truc. J'étais très jeune, alors tout le côté artistique, c'était la bascule dans le cirque contemporain. Il fallait faire passer un message sur scène. Et tout. Moi, j'étais dans la perf à fond. Performance, côté très spectacle, physique, et le reste m'emmerdait. Et j'avais pas du tout envie de... C'est un truc qui m'a lassée, et j'avais envie de repartir dans autre chose. Il y avait une école à l'époque qui existait déjà, une très mauvaise école de cascade, dont je ne citerai pas le nom. À l'époque, j'ai postulé pour cette école. Je remercie mes parents d'avoir été suffisamment pauvres pour que je ne puisse pas intégrer cette école, puisque c'est des gens qui sont devenus, et qui sont toujours été d'ailleurs, une espèce de secte gourou qui soutire des dizaines de milliers d'euros à tout un tas de gens, et qui sont encore ouverts aujourd'hui, qui font des choses extrêmement dangereuses. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, je n'ai pas pu intégrer cette école de cascade. Je suis partie faire tout un tas d'autres trucs dans la vie. Est-ce que tes parents, ils voulaient juste simplement que tu fasses pas ce métier, peut-être aussi? Non, mes parents n'avaient pas les moyens. Ça, c'est une certitude, et Dieu merci. Et de toute façon, ils étaient habitués. Et moi, depuis toute petite... Je suis une casse-cou depuis gamine, j'ai jamais été dans la maison. Est-ce que tu leur as fait voir de toutes les couleurs, comme on dit? Toutes les couleurs, mais pas longtemps, parce que je suis partie tôt. Donc après, ils étaient en vacances avec mes frères, et ils s'en sont chargés de leur côté. Et puis voilà, et puis j'ai fait tout un tas d'autres métiers inutiles et stupides. Et alimentaires aussi. Et il n'y a pas de, comme dit, de toute façon, après, on trace chacun sa route, hein, donc il faut forcément passer parfois par des... puis j'avais toujours ça dans le fond de la tête qui me restait. Et puis, je sais pas, un matin, j'étais au bureau, je me faisais chier comme d'habitude. Et puis, j'ai tapé école de cascade, ça m'est revenu en tête. Je me dis, tiens, je vais regarder si ça existe toujours. Et j'ai découvert qu'il y avait une autre école qui avait ouvert. J'ai passé un coup de téléphone. Une semaine plus tard, j'étais au campus Univers Cascade, et 2 mois plus tard, je démissionnais et je rentrais dans le cursus, quoi, dans le process. Ouais. Exactement. Donc voilà, ça fait 10 ans que je fais des roulades. Tu fais des roulades. Donc, donc il y a des spécialités, hein, je crois, dans ce domaine-là. Il y a des gens qui sont plutôt cascade de voiture. Toi, tu es plutôt dans la bagarre, je crois. Ouais. Alors en France, oui, on a effectivement 2 pôles un petit peu. Il va y avoir les cascadeurs physiques et les cascadeurs mécaniques qui ont du mal à se mélanger, mais on commence à un petit peu... ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. On a toujours une spécialité, évidemment, mais c'est vrai qu'en France, c'est très, très sectorisé. Et donc, je me suis formée, moi, à la cascade physique. Dans cette école de cascade qui forme des cascadeurs physiques. Donc là, on va toucher à tout, que ce soit... Alors, c'est très, très divers et varié. Hein. On va faire autant... on va apprendre les chutes de hauteur, par exemple. Donc, tu vas tomber d'un immeuble. Et puis, le vendredi, on va te mettre en feu. Et puis, le jeudi, tu vas faire de la baston. Et puis, le mercredi, tu vas faire des chutes d'escalier. Et puis ensuite, tu vas apprendre les maniements d'armes, que ce soit épée, je sais pas, des trucs à l'ancienne, tu vois, un peu. Et puis, tu vas faire du déplacement tactique, tu vas apprendre le maniement d'armes. En fait, il y a tellement de choses à apprendre. Tu vas faire de l'acrobatie, du parcours, tu vois, un peu yamakasi. Enfin, c'est vraiment très, très large, la cascade physique. Oui, parce que tu avais essayé de nous former à faire le poirier, je crois, aussi. C'est pas le poirier. C'est pas le poirier. On dirait qui. Mais c'était très drôle. On a des images, d'ailleurs. On a des images, je crois, oui, effectivement. Absolument. Ouais. Bon, on n'y est pas arrivé, mais... C'est un bon début. Voilà, c'est un bon début, exactement. Oui, donc effectivement, ça doit être, en tous les cas, passionnant, mais je pense aussi, en plus, que... On l'a vu à midi, hein, parce que
On a mangé ensemble à midi et donc tu fais très attention, pas forcément à ta ligne, mais en tous les cas, tu es comme une athlète de haut niveau. Tu fais très attention à ce que tu manges, à ton alimentation. Parce que tu dois faire beaucoup de sport, un peu de musculation, je pense aussi. Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu fais exactement pour te garder en forme ou en tous les cas pour performer encore mieux lors d'une cascade. Alors, c'est vrai que c'est un travail constant et de très longue haleine. Donc, il y a beaucoup, effectivement, surtout encore plus chez les femmes. Après, ça dépend, chaque profil est différent, mais il y a une grosse partie qui est effectivement une alimentation très équilibrée. Parce que moi, par exemple, si je mange tous les jours des pâtes et des frites, demain, je m'envole, quoi. Et c'est un métier d'image, effectivement. Donc, on prend soin de tout. C'est important. On prend soin de son corps. Donc, oui, je m'entraîne. Moi, je me suis découvert une passion pour les sports de combat que je ne connaissais pas du tout avant d'intégrer cette école de cascade. Je ne savais même pas quelle était la différence entre le judo et le karaté. Donc, c'est pour te dire. Et puis, c'est vraiment un truc que j'ai développé et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis complètement fada de tout ça. Et donc, oui, voilà, je vais boxer tous les jours. La bagarre. La bagarre. On adore la bagarre. La bagarre, ouais. Donc, la bagarre, c'est ta spécialité. Donc, il ne vaut mieux pas avoir, il ne vaut mieux pas te chercher, en quelque sorte. Ça reste du cinéma, c'est du faux. Je peux faire hyper bien semblant. D'accord. Ouais, d'ailleurs, on l'a vu aussi, parce qu'en fait, avec Mélissa, on a tourné un épisode de Home Cinema Creator, donc une vidéo où on a montré justement la fabrication de ta salle complète de A à Z, qui est sortie juste avant le podcast. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus là pour le visualiser, parce que c'est une superbe aventure qu'on a vécue avec toi. Et donc, forcément, la question ultra bateau, mais bon, forcément, tu as fait les scènes, tu as dû doubler des gens, des acteurs connus, je pense. Et c'est quoi la scène que tu as préféré faire, ou du moins la plus dangereuse, on va dire? Parce qu'il n'y a pas de... je crois que tout est maîtrisé dans vos cascades. Il y a pas vraiment, vous ne prenez pas beaucoup de risques. C'est le principe d'une cascade, c'est de maîtriser le danger. Donc, c'est un métier et c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, il y a toujours évidemment une part de risque, mais comme dans tout métier, je veux dire, un maçon, il prend des risques, un chauffeur de bus, il prend des risques, un pilote d'avion, il prend plus de risques certainement que nous aussi au quotidien. Mais oui, un truc, hyper fou. Ouais, hyper fou que tu as fait, voilà, parce que tout le monde forcément a envie de savoir ce que tu as fait comme cascade incroyable et dans quel film tu as joué d'ailleurs. Ça, c'est aussi, je pense, une question que les auditeurs ont envie de savoir. Dans quel film tu as joué, par exemple? Quel acteur t'as doublé? Voilà. Eh bien, alors, je vais te raconter l'anecdote qui j'ai raconté déjà beaucoup de fois en podcast, mais qui, à ce jour, reste quand même pour moi le truc le plus fou, ou en tout cas le plus... qui, moi, m'a le plus marqué dans mes 10 dernières années. On est en Toscane, donc en Italie, et on tourne un film de Paul Verhoeven, qui a déjà un certain âge, qui a, il me semble, au moment de tourner 81 ans déjà, et qui est réal de Robocop, voilà, et d'autres choses, Trooper, etc. Donc, grand monsieur. Et on est tous un peu hyper excités de tourner ce film. Et donc, on part en Toscane pendant la canicule, pendant quelques semaines, pour tourner ce nouveau film qui s'appelle Benedetta. Et donc, il y a cette scène à faire dans Benedetta qui se passe dans l'Italie, je crois, du XVIIe siècle. On est dans un couvent, il se passe plein de trucs un peu dingos, voilà, dans le film. C'est un film très bizarre. Ceci étant, Charlotte Rampling, qui est, pour moi, une très grande actrice, et qui, dans le film, attention spoiler, se découvre avec la peste et en fait va se suicider elle-même dans le bûcher qui est sur la place du village, parce que de toute façon, sinon, elle va se faire tuer. Et donc, il y a cette énorme scène où Charlotte Rampling marche lentement vers le bûcher et rentre dans le bûcher et donc prend feu et meurt, quoi. Et donc, on est au mois de juillet, on est en Toscane et c'est la canicule. Il fait 45 degrés à l'ombre et on est en pleine journée. Et pour la petite anecdote, Paul, qui a eu un gros accident sur Starship Trooper avec une cascadeuse, est extrêmement stressé par cette scène parce que ça reste un truc quand même assez... En termes de logistique, c'est pas compliqué, mais on a des gens, des effets spéciaux qui sont italiens, qui parlent pas très bien ni notre langue,
ni l'anglais. On a des rampes de gaz tout autour du bûcher pour, tu vois, envoyer le feu. Il fait très chaud et les installations et les préparations d'une torche, ça va être du gel, en fait, très froid qui passe la nuit au congélateur avec des vêtements particuliers. Donc, on a une couche de Nomex, tu vois, qu'on va mettre en dessous des combinaisons de pilotes de Formule 1. Il y a toute une préparation, sauf que dans ces conditions, tu n'as pas un temps de prépa qui doit peut-être trop allongé de façon à ce que lorsqu'on te met feu, tu sois toujours froid et prêt à ne pas vraiment brûler. Et un temps de torche, c'est toujours relativement court parce que on va vite à l'accident. Tu vois, donc tout doit être très maîtrisé. Et on prépare cette scène et donc on répète la marche de Charlotte qui s'approche du bûcher, à quelle fréquence. On est sur une place publique où il y a 300 figurants autour. Paul fait vider toute la place et on est dans un silence de plomb. C'est la catastrophe. C'est hyper impressionnant, tu vois. Et moi, il faut savoir que j'ai peur d'un briquet. Je déteste le feu. Tu me fais ça avec un briquet, je déteste ça. Et donc là, on m'a dit, tu vas rentrer dans un bûcher, un immense bûcher, tu vas prendre feu et tu vas rester dans le bûcher. Donc forcément, un peu stressant, surtout en pleine canicule. Et Paul qui est stressé, et machin. Bon, tu vois, il y a tout un tas de facteurs comme ça. Et donc, on prépare ce truc avec les effets spéciaux, donc qui doit envoyer donc les rampes de gaz à une certaine hauteur pour que le feu monte à une certaine hauteur, sauf la 4e rampe qui doit être un peu plus basse, de façon à ce que lorsque je rentre dans le bûcher, je me fasse pas en fait lécher le visage, tu vois, par les flammes. Tu sens qu'ils comprennent, mais pas tout. Sauf qu'on c'est très précis et ça reste très dangereux. Donc c'est tout, on part, bon voilà, on attend, tu vois, 5, 6 heures de plateau. Et puis là, t'as la première assistante qui vient nous dire, ou le premier assistant, allez, c'est parti, allez vous préparer, c'est parti pour la torche. On part se préparer. Là, t'as tout un truc, tout un process hyper long, les trucs, le stun gel que tu mets partout, la perruque particulière, machin, les trucs, les cagoules, tu remets le Nomex, tu remets une combi de F1, tu mets les costumes par au-dessus, tu réimbibes les costumes, là, une grosse cape, le costume c'est une grosse cape, et puis à ce moment-là, tu mets ce qu'on appelle nous de la confiture, ou un produit extrêmement inflammable sur donc les parties du costume qui doivent prendre feu. Et tu te retrouves dans cette espèce de bibendum, à faire ta cascade. Et à 3/4 de préparation, le premier assistant revient nous voir et nous dit « Non, attendez, en fait, on décale la cascade. » Sauf que on n'a qu'un kit de froid. Et maintenant qu'il est sorti du congélateur, puisqu'il doit passer toute la nuit dans le congèle, et qu'on l'a sorti et qu'il fait 45 degrés et que ça fait déjà 30 minutes que c'est dehors, c'est plus froid. Et on ne sait pas quand on va faire cette cascade. Donc, c'est la panique, en fait. Tout le monde commence à paniquer, à stresser, machin. Et on attend. Et on essaye de me garder au froid, mais il fait bien trop chaud. Et on remet les trucs dans le congèle, on enlève tout et tout. Enfin, c'est un enfer. On attend, je crois, 1h30, un truc comme ça. Et on nous dit, allez, repréparer la cascade et tout, c'est maintenant. Et du coup, c'est compliqué. Tu sais que tu pars avec un truc qui n'est pas optimum, quoi. Bien que le régleur de cascade, à ce moment-là, est quelqu'un... ça a été un de mes mentors pendant très longtemps et c'est quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance. Donc, s'il me dit go, tout ira bien. Mais t'as quand même un stress, tu vois. Bah, bien sûr. Donc, on me prépare, on me reprépare. Je descends sur la place publique et là, c'est vraiment... Ça fait 10 jours qu'on fait des manifestations de paysans, 300 personnes et ça gueule sur la place. Et t'es là, ouais, et tout. Et là, t'as le bûcher en plein milieu de la place. La place est entièrement vide. Silence de mort. Et toi, t'es toute seule avec tout ton attirail, ta cape. Je me mets du stun gel dans la main ici. Donc, je tiens ma cape, tu vois. Et je me mets du gel ici dans la main. Et je me dis, bon, les effets spéciaux, là, qui n'ont pas tout compris, au cas où ils me montraient la flamme d'entrée trop haut, comme ça, je peux me protéger le visage et essayer de ne pas brûler. Bon, c'est le méga stress. Et tout le monde, en fait, est tellement stressé que moi, ça me stresse, tu vois, aussi. Mais bien sûr. Et donc, c'est tout. Paul appelle l'action. Donc, voilà, 3, 2, 1, action. Alors là, je te dis, le silence de plomb qui règne, le truc et tout. Puis tu marches, tu dis, faut pas que je me prenne les pieds dans la cape, faut pas que je me pète la gueule. Est-ce que l'actrice, elle est là, à ce moment-là, elle regarde Elle regarde la scène. Elle regarde la scène, ouais. D'accord. Et qui est, franchement, Charlotte Rampling, qui est une femme absolument incroyable. Et donc, voilà, écoute, je rentre dans le bûcher, je prends feu. Et alors, je pense qu'il y a eu un défaut de communication. On ne m'avait pas donné la consigne de
que je devais, tu sais, un peu m'affaisser et mourir dans le bûcher, quoi. Et donc, je monte dans le feu et comme tu as ces rampes qui font le tour du truc et qui font un bruit de gaz, tu vois, qui font un espèce de... Moi, j'entends plus rien. Une fois que je suis dans ma torche, je n'entends rien du tout. Et Jérôme, qui est le régleur de cascade, qui me crie depuis les backstage, qui me dit « ça va », parce que je ne bougeais pas. Et j'attendais, tu vois, je comptais dans ma tête le nombre de secondes que je dois rester en feu. Et ensuite descendre du bûcher et me faire éteindre. Et je suis concentrée et il hurle « ça va, Mélissa, ça va » et tout. Moi, j'entends rien, tu vois. Et donc, il rentre dans le champ avec son extincteur et tout. Il ressort, il panique un peu, tu vois. Et c'est tout. Moi, j'ai compté mes secondes. Je suis descendue du truc. Je me suis fait éteindre et ça s'est très bien passé. Et il n'y a pas de chute. Hein. C'est-à-dire tout ça pour te dire que ça s'est hyper bien passé. Mais ça a été, je pense, le truc le plus stressant de ma vie de cascadeuse. Parce qu'il y a trop de... Tu sais, le feu, c'est pas toi qui maîtrise, en fait. Ah bah pas du tout, oui, c'est sûr. Et pour le reste des cascades, en général, moi, je sais que je peux compter sur moi-même. Et heureusement, tu vois, c'est le principe. Et du coup, je sais qu'il m'arrivera rien. Ou en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Tu vois, je touche du bois. Et si je prends ce risque et qu'on m'autorise aussi, quand le régleur t'autorise à faire quelque chose ou te met sur un projet, c'est qu'il sait que tu es en capacité de faire. Et normalement, si tu as suffisamment confiance en cette personne et en toi-même, tout se passera bien. Sûr. Là, il y avait tellement d'autres facteurs que ça a été un bon petit moment de stress. Donc, mais ça s'est hyper bien passé. Mais donc après, forcément, c'est un soulagement incroyable quand tu sors et une fierté aussi, quand je pense. Tu sors et tu te fais éteindre et que tu es bien éteinte et que tout le monde... Et d'un coup, tu sais, le silence qui se rompt, tout le monde applaudit, tout le monde est hyper content. Toi, tu attends juste une chose, c'est savoir si tu vas en faire une deuxième. Tu vois, parce que tu sais pas combien de prises tu vas faire. Bon, la deuxième aurait été plus facile ou pas, du coup? Ouais, toujours. Ouais, c'est toujours la première qui est... toujours la première prise quand tu fais une grosse cascade qui est un petit peu... tu sais, t'as envie que ça rentre bien, tu sais pas exactement ce que ça va être parce que souvent tu répètes pas dans 100% des conditions du tournage. Et ouais, ça aurait été plus facile la deuxième. J'en ai fait donc là, qu'une. tu l'as su tout de suite, tu t'es dit qu'elle était bonne, du coup. Ouais, c'était quasiment immédiat. Une fois que c'est safe, que tout le monde est bon, le pouce levé, voilà, bon, là, t'es rempli de trucs d'extincteur, t'es dans ton truc, bon, là, t'es bonne à jeter dans la piscine. Et donc, voilà, c'est super bien passé. Voilà, on est allé fêter ça avec une bonne pizza, avec toute l'équipe. Et tout, donc là, t'as mangé une pizza. À midi, je l'ai invitée à manger une pizza, elle n'a pas voulu. Et non, parce qu'on est mardi, Jean-Paul. On est mardi? Oui. D'accord. Bah, les mardis, chez moi, tout est permis. Et on n'a pas fait de grosse cascade. Tout est permis. Donc, je mange ce que je veux. Moi. On fera une grosse cascade et on ira manger une pizza. Tout à l'heure, je fais le poirier, tu vas voir. Très bien. Et le soir, ouais, donc du coup, comment tu dors après une cascade comme ça? Parce que forcément, il y a eu, comme tu as dit, beaucoup de stress, mais le soir, tu dors comment? T'as le sourire, t'es fier de ce que t'as fait? Le soir après, tu dors bien. C'est le soir d'avant où tu dors moins bien. Le soir d'après, oui, tu dors bien. C'est passé, c'est fait. En général, t'es assez fier. Enfin voilà, et puis tu sais, il y a des projets aussi sur lesquels effectivement t'es alors plus ou moins, c'est dur à dire pour le moins, mais il y a quand même des projets sur lesquels t'es très très fier de travailler, où tu te rends compte de la chance que t'as. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure, moi j'ai eu la chance de tourner dans les Marvel. Nickel, par exemple. J'ai fait Ant-Man 3, qui n'est pas un chef-d'œuvre non plus. Je fais pas de chef-d'œuvre, hein, apparemment. mais ça reste en fait des expériences qui sont complètement folles. Oui, mais en fait, c'est ça. Et dans une carrière, je pense, de cascadeur, aller sur un Ant-Man, un film de super-héros, ou n'importe quel Marvel, en fait, c'est un truc où tu te dis, est-ce que je peux vraiment aller plus loin que ça, tu vois? Alors après, il va y avoir un James Bond, peut-être un Kingsman, mais tu vas tellement toucher à tout ce qui se fait dans l'action que, enfin, tu vois, tu vas voler, je veux dire, pour un cascadeur, tu vas faire de l'acrobatie, tu vas faire de la bagarre, tu vas faire des explosions, tu vas tout faire, en fait. Ouais. Et tu te rends compte de la chance que tu as. Tu vas sur des plateaux où tu expérimentes des choses qui sont complètement folles. Des trucs que tu vois nulle part ailleurs. Et que tu pourras jamais expérimenter d'une autre façon que sur des super productions, en fait. Et autant j'adore les petites prods où tu vas faire des choses beaucoup plus organiques, beaucoup plus réelles et vraies, tu vois. Autant tu vas voir des choses sur des super prods comme ça qui sont... c'est des trucs de gosses, en fait, c'est des rêves de gamins qui se réalisent. Des trucs fous. Quand tu mets le costume d'un super-héros que t'as idolâtré gamin, c'est dingue. Ça te fait une émotion de dingue, quoi.
Oui, non, mais ça, c'est une certitude. Alors, nous, effectivement, dans notre métier, on a parfois l'impression, enfin, on a souvent l'impression un jour ne ressemble pas à l'autre parce qu'on fait toujours des choses différentes et on fait des projets toujours uniques pour nos clients. Mais visiblement, toi, tu fais oui, tout le temps ouais. quelque chose de différent. C'est jamais la même chose. Mais c'est ça qui est juste incroyable dans ton métier. Oui, tu fais jamais 2 fois la même cascade. Tu travailles effectivement, même si tu travailles sur le même projet, chaque jour est ultra différent. Tu vas toujours tourner des séquences différentes et c'est vrai Et que... avec des réalisateurs différents aussi. Ouais, Donc, complètement. du coup, ils ont Et c'est d'autres. tellement diversifié aussi que tu rencontres des gens qui, de tous les horizons, enfin, pour moi, évidemment, c'est le plus beau métier du monde. Et Bah, c'est vrai que quand tu me disais tout à l'heure, effectivement, que tu voulais faire du cirque, le cirque, finalement, tu aurais quasiment fait tous les jours le même spectacle. Là, grosso modo, tous les jours est un spectacle différent. complètement. Et tu sais jamais... moi, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec certains amis où pour moi, chaque lundi, tu sais, moi, j'ai toujours eu l'angoisse du dimanche. Ma mère a pareil, je pense que c'est un truc qu'elle m'a refilé. Je déteste le dimanche parce que le dimanche, c'est le seul jour où il va rien se passer dans ta vie. Dès que tu entames le lundi matin, c'est-à-dire que là, on parle, tu vois. Si ça se trouve, mon téléphone, il vient de sonner et on vient de me faire une propos de malade, en fait. Et à chaque jour et chaque moment de la journée, il peut se passer un truc comme ça. C'est-à-dire que maintenant que je suis dans ce circuit-là, ma vie peut devenir dingue tout le temps. Et je viens de passer 10 années de malade, en fait. Et chaque matin, je me dis, putain, ça se trouve, aujourd'hui, mon téléphone, il va sonner. Et ça se trouve, il va pas du tout sonner. Mais en tout cas, tu as la possibilité de... Et évidemment, quand on m'a appelé pour faire Ant-Man, je ne m'y attendais pas du tout. Je me disais pas, je vais passer les 7 prochains mois de ma vie sur les plus gros films de la planète à faire des trucs déguisés en super-héros, et faire des roulades et des trucs et des machins, tu vois. Et alors, vous êtes nombreuses à faire ce métier ou pas? Parce que des cascadeurs hommes, il y avait Rémi Julienne à l'époque, tout le monde connaît. Oui, effectivement. Tu l'as connu, lui, d'ailleurs, ou pas? Non, j'ai pas. Rémi est passé au campus, mais moi, j'y étais déjà plus. Je le connais pas personnellement, mais je travaille avec ses fils plusieurs fois. D'accord. Mais donc des femmes cascadeuses, il y en a beaucoup ou pas? Il y en a quelques-unes, ça tend à augmenter. D'ailleurs, puisqu'il y en a quand même une école qui est très performante, ça fait rentrer sur le marché de plus en plus de monde. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, on avait en France, je vais dire, désolée pour celle que je vais oublier, mais on avait 2 cascadeuses femmes, tu vois, de référence qui tournaient beaucoup, qui travaillaient à pouvoir dire, OK, chaque année, je peux vivre de la cascade, quoi. 2, 3 femmes. Tu vis de la cascade, quand même, non? Oui, bien sûr, complètement, ouais. Oui, ça fait 10 ans, ça fait 9 ans que je vis de la cascade. Est-ce que tu as des jeunes cascadeuses qui démarrent, justement, peut-être dans l'école que tu as fréquentée, là, le campus, là, et qui viennent te voir et qui t'idolâtrent quelque part? Non, il n'y en a pas des gens qui sont fans de toi? Enfin, moi, je suis fan, forcément, mais toute l'équipe est fan de ce que tu es. Mais est-ce que tu as... C'est gentil. Mais est-ce que tu as des jeunes filles là, qui veulent devenir cascadeuses, qui sont fans de toi, qui te demandent des autographes et tout? Alors, des autographes, je n'irai pas jusqu'à là, mais des conseils, oui, j'ai pas mal de coups de fil, c'est assez régulier effectivement, de jeunes filles qui sortent du lycée, qui savent pas trop quoi faire, ou alors qui ont très envie de faire ça et qui ont besoin de conseils sur déjà le marché, parce que est-ce que c'est accessible à tout le monde? La réponse est non. Tu vois, moi, j'ai un profil qui est très lambda. Tu vois, c'est très ennuyeux. Je suis une nana d'une taille moyenne. J'ai un gabarit de moyen. Je suis caucasienne aussi, c'est très important, tu vois, parce que si demain, je faisais 1m90 et que j'étais, par exemple, typée asiatique et que j'étais ou très, 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 très fine ou en surpoids, eh ben, c'est un métier qui est beaucoup moins accessible puisque une femme va faire 95-99% de doublure. Donc, tu dois correspondre à un maximum de comédiennes parce que plus tu as un profil un physique atypique, plus tu vas réduire ses possibilités. Déjà que les possibilités, elles sont pas énormes. Il y en a quand même beaucoup et de plus en plus. Mais plus tu as un profil très ennuyant, tu vois, ennuyeux, plus tu as de chances de travailler parce que tu vas correspondre à un panel plus large de
gens. Donc oui, j'ai pas mal de jeunes filles et de jeunes garçons aussi qui m'appellent un peu pour me demander mon parcours, comment ça se passe, par où il faut passer, est-ce qu'il y a du travail, comment j'ai fait. Et donc, justement, moi j'avais une question parce qu'effectivement, un peu l'évolution des choses aujourd'hui, il y a de plus en plus d'effets spéciaux qui sont faits par l'intelligence artificielle, ou pas que, hein, par plein de logiciels. Tu vois Avatar, en fait, la manière dont ça a été tourné, beaucoup on va dire de création en 3D. Tu vois, donc, est-ce que ce métier-là a encore un avenir, disons, dans les années à venir avec tout ce qui se passe sur les effets spéciaux, on va dire, numériques, on va dire. Alors, on se pose des questions. Évidemment, on a un peu peur pour notre métier. Bon, moi, je pense que je serais déjà à la retraite quand vraiment les robots ont pris le pouvoir et tout. Mais tu vois, pour tout ce qui est, par exemple, même tout ce qui va être effet 3D, etc., on utilise un process qui s'appelle de la motion capture. Donc, et du coup, on se sert de cascadeurs quand même. Donc, tu vois, c'est des combinaisons avec des points. On a des LED en fait un peu partout, tu vois, qui vont venir en fait, qui sont des track points un peu, donc qui vont venir reproduire ensuite à l'écran tous tes mouvements. Et donc, même pour la 3D, on utilise, même pour le dessin animé, tu vois, pour les films d'animation, on utilise la motion capture. Donc, on n'est pas les plus en danger. Je pense que les comédiens aujourd'hui, ou les gens qui font du doublage voix, tu vois, eux, ils sont extrêmement en danger. Parce que maintenant, on rachète ton image, on peut racheter ta voix, et maintenant, ça va beaucoup plus vite de ce qu'on peut faire. Alors, oui, on en fait moins, oui, on fait plus de choses en numérique, mais on a toujours de toute façon une base. On aura toujours une base, nous, à donner. Oui, non, c'est une certitude. Voilà. Et donc, justement, en parlant de ça, toi, on va pas parler de ton âge, mais d'ici combien de temps tu penses prendre ta retraite de cascadeuse, on va dire? Parce qu'après, c'est quoi l'avenir? C'est quoi ton avenir dans ce métier-là? C'est de devenir superviseur de cascade ou... Pas du tout. Pas du tout. Alors moi, c'est un truc qui me branche pas du tout et qui m'a jamais tenté depuis le début. C'est vrai que c'est l'évolution normale. Donc on passe en général on fait la transition de cascadeur à régleur de cascade. D'accord. Qui est en fait, donc tu supervises la sécurité, les cascadeurs, tu fais la relation entre tes performeurs et la production et le réalisateur, etc., etc. Donc voilà, il faut bien un boss quoi des opérations. Et c'est vrai que c'est l'évolution logique et qu'il y a quand même beaucoup de cascadeurs et de cascadeuses qui basculent de ce côté-là. Moi, c'est un truc qui m'a jamais tenté parce qu'en fait, j'aime performer. Et moi, être en charge si je le fais pas, ça m'intéresse pas, quoi. Bon, après, tu prends des cascadeurs, non, tu prends des acteurs, on va dire, comme Jean-Paul Belmondo. Lui, il a fait ses cascades jusqu'à quel âge? Jusqu'à très tard. Donc, il a toujours fait ses cascades, voilà. Et ça a été le pionnier, tu vois. Enfin, c'est drôle que tu parles de ça parce que... tu l'as côtoyé, lui, un peu, non? Je l'ai pas du tout côtoyé. J'aurais adoré le rencontrer, évidemment. Enfin, tu vois, c'est un grand monsieur et qui a amené des choses qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui au cinéma. Et... Parce que lui, il a quand même pris des risques, je pense, beaucoup plus. Mais bien sûr. Il a mis sa vie en péril des centaines de fois. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'a plus les autorisations de faire ça et on n'aurait pas la possibilité de le faire. Du moins en France et on va dire dans les pays qui ont certaines règles, mais je crois que tu m'avais raconté justement qu'en Chine alors là, oui, c'est encore... en Inde, c'est encore totalement différent. Là, c'est vrai que le marché asiatique, on va même pas en parler parce que c'est la porte ouverte... à tout et n'importe quoi. Là-bas, c'est beaucoup moins sécurisé. Il y a beaucoup moins de sécu, il y a beaucoup moins de protocoles, tout est beaucoup moins. Tout est beaucoup moins. Et beaucoup plus facile, du coup, dans un sens. Franchement, c'est un autre métier. Oui. D'ailleurs, c'est plus un métier parce que généralement, il meurt après. Donc... Ça arrive régulièrement. Il y a beaucoup plus d'accidents. En tout cas, c'est beaucoup moins maîtrisé que ce que ça l'est chez nous depuis quand même une paire d'années. On voit quand même effectivement dans certaines de tes vidéos là, que on va mettre justement dans le podcast là, mais que la bagarre c'est quelque chose que tu maîtrises vraiment sur le bout des ongles, et on voit effectivement dans certains films les scènes de
de baston qui sont juste incroyables. Donc ça, c'est vraiment... vous répétez beaucoup dans ce sens-là, ou vous faites quoi? Vous recommencez parfois des scènes, on voit le niveau de performance et de sportivité qu'il faut pour accomplir ce genre de scène, c'est quand même assez incroyable. Donc tu peux pas, je pense, répéter des scènes des dizaines de fois, là. Ça part en baston. Non, alors tu as une grosse prépa en amont qui se fait, donc on crée les chorégraphies de combat. Donc ça reste une chorégraphie de combat, évidemment. Alors plus ou moins douloureuse suivant les projets, et voilà. Mais normalement, si tu fais les choses correctement, tu te fais pas beaucoup mal, ou en tout cas très peu, tu vois. Et tu ne vas aller vraiment à fond que on va faire des prévises. On va tourner en fait des prévises pendant la préparation. Donc c'est un format, on va dire, de la séquence de combat qui va être faite par les cascadeurs, donc les doublures des comédiens, entièrement par les cascadeurs, qu'on va filmer de la façon dont ce sera filmé dans le film, ou en tout cas c'est une proposition que nous on va faire au réalisateur. Donc là on va vraiment y aller à fond. Le jour où on tourne la prévise, comme si on était en conditions réelles. Le reste du temps on va passer des jours et des jours et des jours à faire ce qu'on appelle des italiennes. Donc tu vois, on répète les mouvements au ralenti, avec les bonnes distances de sécurité, avec tu vois, tu penses à tes intentions, à comment tu vas le faire et tout. Et c'est vrai que le jour de la prévise, et puis bon, on fait quand même un tas d'essais, etc. Et le jour du tournage, ou les jours de tournage, là, effectivement, t'es à 400%. Les auditeurs ont forcément envie de savoir, forcément pas, forcément, mais je pense que certains peuvent avoir envie de le savoir. Combien ça gagne un cascadeur, par exemple? Tu t'es payé à la scène, tu es payé au mois. Est-ce que tu as un contrat en CDI, on va dire, avec une société de production, ou comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de CDI. Chaque projet est indépendant. Donc toi, tu es totalement indépendante? Oui, on est totalement indépendant. Alors, en France, tu es sur le régime de l'intermittence. À l'étranger, c'est différent. L'intermittence n'existe pas. Et c'est très particulier parce que, par exemple, je travaille beaucoup en Angleterre, où tu es embauché en tant qu'étranger travaillant dans le pays, mais tu as quand même... Moi, j'ai la En plus, l'Angleterre, c'est un pays particulier puisqu'il y a eu le Brexit. Donc, moi, je suis semi-résidente. Donc, j'ai un régime très particulier. Voilà. Combien ça gagne, je peux pas te le dire. Je peux te dire que ça gagne très bien sa vie, un cascadeur, et que ça varie. Alors, il y a une union en Angleterre qui définit un tarif de base. Union. Exactement, il est bilingue. Hein. Il est bilingue. Truc de fou. Truc de dingue. Tu veux venir travailler avec moi, d'accord. Non, mais c'est fou. Il y a une union qui protège en fait les artistes, hein, que ce soit donc tous les gens dans le milieu artistique sont protégés par cette union. Et donc ça définit un tarif de base. Et ensuite, il y a tout un tas de trucs. Il va y avoir les droits qui se rajoutent. Il y a tellement de choses, les heures sup, et tout un tas de choses que nous, on n'a pas en France et qui devraient être mis en place depuis très longtemps dans le cinéma. Le cinéma en France, c'est compliqué. On travaille avec des budgets... Beaucoup de choses sont compliquées en France. Hein. J'ai bien l'impression. Avec des budgets qui sont très restreints. L'Angleterre, évidemment, c'est complètement différent. C'est l'hypercentre, le cœur c'est vraiment le centre névralgique de l'industrie du cinéma mondial. D'accord, donc devant Hollywood. Devant Hollywood, complètement. Hollywood, c'est tombé. Oui, Mélissa, parce que je pense qu'effectivement, avant de devenir cascadeuse, donc effectivement, tu as fait ton école, tu as fait l'école du cirque, tu as fait l'école au campus, mais je pense que tu es quand même passé par une période de galère, je pense, au début, non? Complètement. Oui, tu te réveilles un matin, tu es cascadeur et tu gagnes plein d'argent et tu fais les plus grands films de la planète, parce c'est sûr. qu'effectivement, il y a des fois, donc le problème, encore une fois, comme tu es intermittent du spectacle, on va dire, hein, en tous les cas, il y a des jours où tu gagnes peut-être effectivement très bien ta vie. En tous les cas, quand tu travailles pas, tu gagnes pas ta vie. Tu gagnes pas ta vie. Voilà. Donc, ça, c'est une certitude. Et ça, il faut vraiment que les auditeurs le comprennent. Hein. Ça, c'est vrai que lycée sur l'année, on va dire qu'effectivement, tu peux te faire un petit salaire sympa, mais avant d'être connu et reconnu dans ce métier-là, tu es passé par, à mon avis, il y a quelques mois. La longue traversée du désert. Oui, moi, j'ai été presque 2 ans au RSA. Je crois que ça s'appelait le RMI il y a 10 ans. Ouais, il me semble. Donc, tu n'es pas si jeune, en fait. Hein. Je ne suis pas si jeune, tu vois. Tu ne sauras toujours pas, mais tu vas regarder sur Internet. Mais oui, j'ai fait 1 an et demi de RMI.
de RSA, donc avant de boucler ma première année d'intermittence. Et à ce moment-là, t'as pas voulu, t'as pas songé un moment à abandonner l'idée de devenir... Non, parce que c'est des trucs, je pense, tu vas chercher vraiment de passion et en fait, tu t'occupes de rien. J'avais, moi, une bonne situation alors je te dirai pas ce que je faisais, mais quand j'ai commencé l'école de cascade, j'avais un CDI, je gagnais très bien ma vie, c'était très confortable. Mon père m'a dit, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement déglingué. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire les troubadours, là. Tu nous as déjà fait 10 piges de troubadours de l'autre côté. Tu recommences. T'as une situation, t'as un CDI, t'as un appartement, t'as un chien, t'as une voiture. T'avais quoi comme chien? J'avais un chocho qui s'appelait Frosties. Frosties. Voilà. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu fais n'importe quoi. Tu t'es là, tu vas recommencer c'est quoi, jongleur, cracheur de feu encore Et effectivement, t'as déjà le temps de la formation qui se paye, hein, comme toute formation. Donc, il faut déjà l'assumer financièrement. Et puis derrière, il faut effectivement le temps d'enclencher la machine et de rentrer dans le milieu. Et en plus, t'as rien de garanti. Non, mais ça, je suis d'accord. Donc, effectivement, t'as eu une très bonne situation, mais quand t'es RMiste, t'as plus de chômage. Donc, du coup, t'es RMiste, tu vis pas forcément un grand chose, alors que tu as bien vécu quelques mois auparavant. À ce moment-là, t'as pas envie de recommencer ton ancien job non, pas du tout, parce que tu te rends compte de ce que ça t'apporte. Là, tu viens de sortir. Moi, j'ai fait 1 an de formation avant de commencer à travailler. J'ai eu beaucoup de chance de rentrer dans le circuit tout de suite. J'ai eu des mentors incroyables. J'ai des gens qui m'ont beaucoup aidée. Et il y avait aussi... Le marché était assez disponible à ce moment-là. Et j'ai commencé à travailler très vite. Et t'as quand même ce truc de... En fait, tu t'en fous. Moi, je mangeais du crunch avec du pain de mie, quoi. Tous les jours, matin, midi et soir... Et tout ce qui comptait. Et aussi. Et c'était bien. Ça me manque. Hein. C'était bien. Moi, j'ai apprécié. D'ailleurs, j'ai gonflé, je me suis transformée en montgolfière et après, je peux te dire, j'ai refait une longue traversée du désert pour revenir au poids. Mais moi, je m'en foutais de tout. Tant que je pouvais m'entraîner dans le but de travailler. Et le jour où tu as ton premier coup de téléphone pour partir en tournage, alors j'aurais pu dormir dehors. Alors justement, parce que ce que je comprends pas trop, c'est qu'effectivement, tu es cascadeuse, tu doubles souvent des actrices, mais pourquoi doubler? Pourquoi pas devenir actrice? Parce que dans certains cas, tu peux faire ta scène directement en tant qu'actrice aussi, comme un peu Jean-Paul Belmondo, non? Tu peux, complètement. Moi, c'est une question qui ne se posait pas il y a 10 ans quand j'ai commencé. La raison pour laquelle j'avais quitté le cirque, c'était aussi parce que j'avais pas envie de donner autre chose que de la performance physique, tu vois. Et c'est pour ça que la cascade me convenait à 100%. Je rentrais sur le plateau, je faisais ma cascade, coupée, je me barrais. C'était génial. Et puis, à 3 ans, j'ai commencé à me poser cette question, 4 ans maintenant. Donc, je me suis dit... Enfin, tu es actrice aussi. Je suis actrice aussi. Parce que je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de... Tu sais, j'ai un truc à apporter, en fait. Parce que de la doublure, t'es un mime. Donc, tu vas devoir prendre les mimiques, la posture de corps, la forme, tout de la comédienne que tu vas doubler. Et donc, tu ne peux rien suggérer, proposer, apporter de toi. Et en fait, tu te construis évidemment au fil des années ta personnalité aussi et ton style, et voilà. Et tu te rends compte au bout d'un certain temps que, en fait, t'as envie d'apporter quelque chose qui vient de toi et pas nécessairement. Alors, t'es un très bon interprète ou enfin voilà, t'es juste un mime en fait. C'est super. T'es un calque, t'es transparent. Oui, et t'es transparent. Ça t'a amusé pendant quelques années. Super. Voilà. Et il y a un moment donné où je me suis dit, moi aussi j'ai envie de proposer, j'ai quelque chose à proposer. Et c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de monde, évidemment, où je me suis dit, je suis partie d'un constat très, très simple. Et je me suis dit, aujourd'hui, est-ce qu'on a l'équivalent d'un Tom Cruise féminin chez les acteurs, chez les actrices? Et alors? Et pour moi, la réponse est non. Je suis désolée pour toutes celles qui mais de toute façon, elles sont pas françaises, donc elles n'entendront jamais ce podcast. Mais je me suis dit, il y a personne. Et je me suis dit, moi, je vais faire ça. C'est génial. Donc, je suis sur la voie de... Donc, on peut déjà dire dans quel film tu vas tourner prochainement, non? On peut dire dans quel film j'ai tourné en tant que comédienne? Ouais. Alors, j'ai tourné dans un film qui s'appelle Cleaner et qui va seulement sortir début d'année, février 2025, il me semble.
qui est un film de Martin Campbell, qui est le réal des grands James Bond, Casino Royale, GoldenEye et tant d'autres. Et après, tu as aussi une scène de baston, en l'occurrence, où tu as juste été, on va dire, une actrice aussi, forcément, mais où tu n'avais pas de rôle, on va dire, où tu n'avais pas eu de dialogue, je crois, non, aussi un peu quand même. Russe, hein, je crois que c'est ça. Ah, dans Sentinelle. Dans Sentinelle. J'ai pas eu de dialogue, j'aurais dû en avoir. Tu aurais dû en avoir. Oui, j'aurais dû en avoir dans les premières discussions, voilà. Mais non, effectivement, tu as aussi... alors, on a la chance de temps en temps, en tant que cascadeur, cascadeuse, d'avoir des mini-rôles c'est ça, où on n'est plus en doublure, mais effectivement, c'est vraiment ton visage et tu joues ce personnage parce que... c'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple que de mettre une doublure et une comédienne que de toute façon on va doubler. Et puis voilà, s'il n'y a pas spécialement de dialogue, de choses comme ça. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup à l'étranger. Ça commence à se démocratiser un petit peu en France aussi. Et oui, j'ai eu l'occasion de faire cette baston-là dans Sentinelle contre Olga Kurilenko pour Julien Leclerc. Et ça reste aujourd'hui, je pense, mon plus beau souvenir de tournage, ma meilleure journée de tous les temps, quoi. D'accord. Et voilà, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Ça a été complètement dingue. C'était de la vraie cascade. C'est-à-dire que on était dans un hôpital désaffecté en Belgique, avec 100% du décor réel. Tout était vrai. Il n'y avait pas un truc en mousse, en truc. Tout était réel. On était dans un sous-sol d'hôpital. On est rentré. C'était, voilà votre terrain de jeu. Faites une baston de malade. Et on a tout utilisé. On a tout cassé. Elle a été doublée. Ouais. Et ça a été la journée, franchement, la plus ouf de tous les temps. Et cette scène-là, combien de temps ça a duré le tournage? Parce que moi, j'ai vu cette scène, ça dure franchement facilement 6-7 minutes, hein, je crois, ou 5 minutes. Ça dure, ouais, c'est assez long. C'est assez long. Et donc, la cascade, ou du moins la scène, elle dure combien de temps à tourner? Parce que nous, quand on tourne des vidéos, effectivement, il y a le tournage qui peut être très long, et après, le montage, forcément, raccourcit tout ça. Ouais. Et alors, tu me croiras pas, mais on a tourné en un jour. Parce que, alors, on va me détester pour ce que je vais dire, parce que c'est la France et parce qu'on n'a pas de budget encore suffisamment alloué à l'action. Et c'est terriblement triste parce que si on avait tourné la même scène à l'identique à Londres sur une super production, on aurait eu, sans mentir, on aurait eu 2 mois et demi de prépa, 2 semaines, allez, 1 semaine de tournage facile, ouais, facile. Bon, le résultat était déjà vraiment... Et on s'est éclaté. Et la réalité, c'est que, et désolé pour tous les dires de prod qui vont entendre ça, ils devraient surtout pas l'entendre, ça suffit. En tout cas, là, dans cette configuration-là, les cascadeurs qui étaient là, le régleur qui était là, qui est le même régleur d'ailleurs qui m'a mis en feu en Toscane, qui est un super mec, était suffisamment compétent, et le réalisateur aussi savait exactement ce qu'il voulait, savait où il allait, donc voilà, ça a déroulé, on a été très vite et on s'est éclaté et on a pris un plaisir de dingue, c'est génial. Malheureusement, c'est pas toujours le cas non plus. Là, on a eu la chance que la comédienne, que Olga ait laissé beaucoup de place à sa doublure. C'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours non plus très bien perçu ou accueilli. Parce que il y a un truc d'ego où voilà, on vole un peu le travail de l'autre pendant un instant, même si la vérité, c'est qu'on est là pour faire briller quelqu'un d'autre et pas soi-même en doublure, mais ça a parfois du mal à passer. Moi, j'ai eu des très mauvaises expériences et des très très bonnes expériences suivant les comédiennes. Donc voilà, une journée sur Sentinelle et moi, je te dis, dans mes 10 ans là, je viens de fêter mes 10 ans et c'est mon plus beau souvenir de tournage, complètement fou. D'accord, on va parler un peu de cinéma maintenant. Parce qu'en fait, j'aimerais bien juste savoir quels sont le type de films que tu aimes. Parce que, est-ce que tu aimes, par exemple, les Marvel? Pas du tout. J'ai jamais regardé un Marvel. Non, c'est vrai. Je regarderai jamais. D'accord, moi, j'en ai pas regardé non plus beaucoup. Hein. Je suis pas très fan. Moi, c'est pas du tout ma came. Déjà, enfant, c'était pas mon truc, tu vois. Moi, j'aime ce qui est très réel. Ce qui est très réaliste, organique, où tu sens, tu peux toucher un truc, quoi. Pour moi, Marvel, tout est faux, c'est que du plastique, je vois que c'est faux. Et ça me plaît pas, ça me transporte pas, ça m'emmène nulle part. Je vais être beaucoup plus dans, je sais pas, je vais te donner 2-3 titres. Moi, enfant, mon film du vidéoclub, c'était Léon.
Et c'est un film que j'ai regardé d'ailleurs dans ma salle. C'est presque le premier film que j'ai regardé parce que c'est réel en fait. Tu peux toucher, tu vois. C'est dingue parce que moi j'ai tourné avec Sanid le premier podcast où j'expliquais la même chose. Je dis moi aujourd'hui j'aime beaucoup des films où je peux presque me projeter dans le film. Complètement. Ouais. Et j'aime pas les films qui sont trop voilà. Bah en fait, quand c'est trop faux, moi, ça m'intéresse plus. Et d'ailleurs, autant, on en a déjà discuté, mais ouais, autant sur un Marvel, tu vas faire des trucs de dingue parce que c'est dingue dans l'expérience en elle-même, autant, voilà, faire du fond bleu toute la journée, tout est fake, quoi. Le moindre accessoire est en mousse. Moi, moi, c'est un truc qui me transporte pas. Je préfère mater Peur sur la ville. Et Léon, tu vois, je suis dans l'ultra réel, organique, un truc que tu peux, que tu ressens, que tu peux toucher. Ouais, moi j'adore. Moi, Léon, c'est également un de mes films vraiment référence. J'ai toujours, plus l'acteur Jean Reno, c'est quelqu'un c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. Donc oui, forcément, ça me parle. Ouais. Et c'est ce genre de choses dans les trucs plus récents. Moi, je vais être très très fan de 13 heures, par exemple, de Michael Bay. Ouais. Qui, encore une fois, tout est réel parce que Michael Bay, il fait pas de faux, quoi. Bon, à son grand tort, puisque voilà. Mais avec tous les problèmes que ça engendre derrière et sa folie de réal, quoi qu'il en soit, pour moi, le résultat est incroyable. Pour moi, 13 heures, je pense, c'est un de mes films préférés. Là, dans des films récents, tu vois. D'accord. Voilà. Mais il y a toujours des pistolets, des explosions. Ça, tu pourras pas me l'enlever. Non, c'est sûr. Je suis beaucoup moins film de Noël, film d'amour, voilà. Et j'ai une grande, grande passion pour les films d'animation, les dessins animés depuis gamine. Et ça ne m'a jamais quitté, et ça ne me quittera jamais. Et je mange mon petit déj devant les dessins animés tous les matins. C'est vrai ? Tous les matins. Bon, toi, moi, parce que les dessins animés, ça me parle aussi. Alors moi, j'ai toujours été très dessin animé. Tu vois, moi, j'ai commencé avec les Aristochats à l'époque. Et oui. T'es vieux, toi, par contre. Moi, je suis très vieux. Mais les Aristochats, c'est vraiment... j'ai adoré les Disney, forcément. Donc, forcément, quand j'ai eu mes 2 garçons, je regardais beaucoup de dessins animés aussi. Mais moi, j'ai toujours été très, très dessin animé. Aujourd'hui encore, toi, moi, ça me plaît beaucoup de regarder les dessins animés. Mais c'est un peu mon âme d'enfant, que j'ai gardé, je pense. Ou pas, parce que je pense c'est pas forcément obligatoirement un dessin animé ne rime pas avec forcément... enfant, tu vois. Non, pas du tout, au contraire, justement. Et je trouve qu'il y a cette dimension où, alors déjà au cinéma, tu peux tout faire, mais dans un dessin animé, tu peux vraiment, vraiment, vraiment tout faire. Et je trouve que c'est bien plus beau, puisque tu vas dans des mondes qui, quand t'accroches des ballons à une maison et qu'elle s'envole, voilà. Là-haut, magnifique. Là-haut est absolument magnifique. Coco, moi, c'est un film où je fonds en larmes, mais systématiquement. Tu me remontes, je regarde 20 fois Coco, je chiale 20 fois dans ma vie, quoi. Et c'est terrible. Et tous les Halloween, je regarde Coco, et tous les Halloween, je suis là, en train devant ma télé, tu vois, et c'est horrible, quoi. Mais parce que c'est beau, c'est tellement, le travail, je trouve ça, c'est incroyable. Et de toute façon, j'aime tout le cinéma, j'aime tout, j'adore juste aller dans le cinéma juste parce que ça sent le popcorn et qu'il fait chaud et que c'est cosy et que tu vas avoir un truc sur un écran géant et que pendant 1h30 ou 2 heures, ou des fois beaucoup plus longtemps, t'oublies tous tes problèmes, toute ta vie, tout en fait. Juste, tu t'identifies à n'importe qui, le chien, le mec qui vole, le mec qui tue des gens, peu importe, et tu kiffes et tu oublies tout le reste, quoi. Et t'as aucun problème dans ta vie quand tu rentres dans cette salle, que tu mets play, ou qu'on te met play si c'est pas toi qui le fais, ou que le mec fait comme ça avec la bobine, j'en sais rien. En tout cas, il y a un truc magique comme ça que t'as nulle part ailleurs. Moi, j'ai ce sentiment-là nulle part ailleurs. Oui, c'est vrai. De toute façon, c'est pas devenu le 7e art par hasard. Exactement. C'est fou parce que j'ai pas du tout parlé des dessins animés, moi, mais je suis très dessin animé. J'en ai pas parlé du tout, mais c'est vraiment, vraiment, tu vois, pendant un moment, j'en ai presque même honte, tu vois, quand t'as 40 balais, tu auras des dessins animés, tu dis, c'est pas normal. Oui, bien sûr. Et en fait, pas du tout. Moi, c'est un truc comme toi. Moi, les dessins animés, c'est un truc, et je les regarde tous, toi. Voilà, Reine des Neiges, je l'ai vu, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, mais je trouve ça fou, toi. Moi, je trouve ça fou. Et il y a toute... Alors, il y a Pixar aussi, je pense qu'il y a beaucoup, tu vois, qui a développé ce truc-là. Et t'as toute la backstory de Pixar qui est dingue, moi, qui me parle énormément parce que t'as des
Enfin, c'est des mecs qui ont la passion, en fait. Et c'est des mecs qui étaient dans leur salon, sur leur canapé tout pourri, mais qui voulaient faire du dessin animé coûte que coûte. Pixar, c'est des Français, hein, je crois, à la base. Hein. Et alors, c'est une très bonne question. Il faudrait que je re-regarde et que tu regardes d'ailleurs ce docu incroyable qui est sur Disney+, et qui raconte l'histoire de Pixar et la création de Pixar, qui est hyper touchante et moi qui m'inspire beaucoup parce que en fait, c'est des gens qui puent la passion. Et il y a que ça qui compte. Et à un moment donné de leur vie, ils se sont dit, on va faire ça et on va aller au bout, coûte que coûte. Et ils y sont allés. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, moi, je trouve ça... De toute manière, voilà. Moi, aujourd'hui, toi, il y a bien sûr qu'il y a la concurrence dans tous les domaines. Mais effectivement, comme tu le dis, aujourd'hui, quand tu mets de la passion, quand tu mets de l'envie, tu peux pas battre. Quand tu mets de l'enthousiasme, voilà, ça peut que marcher. Bien sûr. D'une part que marcher, et puis en même temps, après, voilà, quand tu prends plaisir à ce que tu fais, tu vas forcément faire de belles choses. On peut pas, ça, c'est on un peut truc. Pas te l'enlever, toi. On peut pas te l'enlever. On peut pas te l'enlever, ça s'achète pas, et on peut pas te battre à ça. C'est que moi, je sais que c'est ma force aujourd'hui, c'est que je suis une débile mongole de cinéma. Et ça, tu peux pas me l'enlever. C'est impossible. Parce que je sais que si tu m'enfermes toute seule chez moi pendant une semaine, j'ai besoin que personne le sache. Mais je fais que ça. D'accord, donc tu t'enfermes parfois chez toi dans ta salle de cinéma, c'est ça? Il m'arrive de m'enfermer dans ma salle de cinéma. En plus, c'est bien parce qu'il n'y a pas un bruit. C'est hyper bien fait. Vous avez fait du super bon boulot. Et je peux regarder 2, 3, 4, 5 films à la suite. Même manger des pizzas, je crois. Hein, il n'y a pas que des pizzas. Hein. J'ai mangé tout ce qui existe. J'ai des pots. D'ailleurs, j'ai un regret. Tu sais ce que j'ai comme regret? T'as pas besoin de le dire parce qu'on est en train de le faire. On est en train de faire et on va faire des goodies. On va faire un plaid, on va faire des coussins maïcinés, on va faire des seaux à popcorn maïcinés. Okay, et tu seras la première à qui on va l'offrir. Ah, c'est enregistré. Ben, t'as pas besoin de l'enregistrer. Tu vas être la première à qui on va l'offrir. Alors moi, je vais te dire un truc. Voilà, c'est quoi? C'est que... Je t'ai coupé la parole. Oui, c'est pas grave. Et les auditeurs n'aiment pas quand on coupe la parole. Pour ma prochaine salle de cinéma, j'ai fait une grosse erreur dans cette salle. Elle est parfaite. Tu sais quoi, cette salle, elle est parfaite. Et vraiment, je ne changerai rien là. Mais pour la prochaine, et là, j'ai été si bête. Je voudrais faire le mur du fond entièrement en distributeur de bonbons. Parce que j'adore les dessins animés, mais je suis aussi une très, très grande fan de Bombec. On a trop de points communs. Faut que tu arrêtes maintenant. Et donc, j'aimerais ce mur-là, tu sais, comme quand tu vas au ciné et que tu as tous les trucs et tout, clap. Et c'est pas con. Voilà. C'est pas con. Mais bon, là, le problème, c'est que je pense que je vais venir voir je vais venir voir des films chez toi. Et oui. Et tu vas bientôt t'envoler. Et moi, par contre, je m'envole très vite. La discipline, Jean-Paul. J'ai entendu dire comme quoi il allait y avoir aux Oscars l'année prochaine une section, je sais pas si on dit ça comme ça. Oui, une catégorie stunt. Une catégorie, exactement. Ouais. Il était temps, ça fait des années que le milieu se bat pour être reconnu, puisque en fait, il y a tellement de pôles de la fabrication d'un film qui sont pas encore reconnus pour les Oscars. Il n'y a pas que, on ne fait pas un film qu'avec des bons comédiens et des bons réalisateurs. Il y a les équipes techniques sont immenses. Donc, non, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'on ne met pas du tout en avant. On met pas en avant, en fait, les gens qui travaillent derrière le rideau. Et en fait, oui, ça arrive. Alors, ça fait plusieurs années qu'on nous dit oui, ce sera l'année prochaine. Donc, mais c'est le cas maintenant, on espère que ça va être... En fait, ce milieu, c'est un peu comme... c'est un peu toujours, tu sais, tant que tu n'es pas sur le premier jour de tournage et que tu vois le clap, tu n'es pas sûr que ça va se faire. D'accord. Tu n'es jamais sûr à 200%. Et tu crois que tu as une chance d'être nommé du coup ou pas? Parce que tu as quand même joué sur des films comme Wolverine et Deadpool, également F1 là, je crois, récemment. Et donc, forcément, tu as obligatoirement une chance d'être nommé, peut-être, non? Alors après, il y a plein de catégories. Moi, c'est pas du tout mon ambition, tu vois. Je vais pas du tout chercher ce genre de truc-là. Si il se trouve que je suis dans un film qui a fait un truc comme ça, après, il faut que les prods ou les régleurs présentent le film aussi pour les nominations, etc. Enfin, il y a tout un tas de protocoles. Alors, écoute, ça arrivera peut-être un jour, qui sait. D'accord. On verra. Non, mais c'est sûr que c'est jamais... Comment dire, je pense même pas que les acteurs le font pour avoir un Oscar un jour. Maintenant, le fait d'en avoir un, ça fait, je pense, très plaisir. Et tu as aussi la reconnaissance de tout le milieu, on va dire. Tu vois, donc, du coup, presque aussi, ça pourrait te faire connaître encore plus et peut-être t'ouvrir le chemin pour devenir...
peut-être encore plus rapidement et plus facilement actrice à part entière. Oui, peut-être que c'est effectivement un bon moyen de... En tout cas, c'est très médiatisé, donc ça reste toujours... ça te donne une bonne visibilité. Et bon, de toute façon, à l'heure de tous les réseaux sociaux, il y a tellement maintenant de moyens de diffusion et de médias. Et... Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Bon, en tous les cas, moi, je vais te demander un autographe tout à l'heure. Ah. D'accord. Comme ça, je l'aurai. Si jamais, non, un jour. Pas, si jamais. Comme ça, je l'aurai et je le mettrai en sous cadre. Ah oui, carrément. Ah bah sous cadre. Très bien. Bien sûr, obligatoirement. Ok. Et puis, lorsque tu seras oscarisé, on redonnera un autre que je mettrai encore dans un autre cadre. Très bien. Et puis il n'y aura que des signatures et des photos de Mélissa dans mon bureau. Incroyable. Voilà. Bon, il y aura aussi des photos de Nadine, ma femme. Bah oui, j'espère. Je veux pas de problème sera... avec Nadine, moi. Ouais, non. Moi non plus. Ouais, donc non, pas du tout. Toi non plus, d'Oscar, t'en as rien à foutre. Oh, moi, c'est un truc vraiment... Non, mais t'as raison. En fait, il y a vraiment ce truc, je pense qu'on est des fabricants. C'est tout le process de création qui nous anime vraiment. On a tous apprécié travailler. Alors bon, on a travaillé chez toi, tu étais présente, mais tes parents étaient présents aussi. C'était un kiff énorme de travailler avec ton père qui était là au quotidien. C'était très drôle, tu vois. Et en plus, pour quelqu'un de passionné, parce que lui aussi, il est passionné de cinéma, je crois qu'il utilise aussi pas mal ta salle. Hein. Il utilise plus que moi, je peux te le dire. Donc, ouais, nous aussi, toi, on aime beaucoup. En fait, moi, comme je le dis toujours, mais moi, je préfère travailler pour des passionnés de cinéma et pas forcément passionnés de home cinéma. Tu vois. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup les passionnés de cinéma parce que c'est ça qui est le plus important, c'est l'œuvre, c'est pas le matériel. Tu vois, le matériel, c'est qu'un outil pour regarder un film. Ouais. Oui, c'est tout le processus qui est... Enfin voilà, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est tout ce processus de création. Tu vois, aujourd'hui, j'écris aussi des films, je lance des projets. Enfin voilà, et ça, c'est un truc qui m'excite à mort maintenant. Effectivement, en tant que comédienne, forcément, le produit, le résultat m'importe, puisque c'est mon image. C'est ton image, bien sûr. Maintenant, en tant que cascadeuse, alors là, qui est le réal, qui est la comédienne? Tu vois, j'ai doublé Michelle Pfeiffer. Je te le dis, c'était ma pire expérience. En 10 ans. Pourtant, c'était Michelle Pfeiffer. Oui, c'est sûr. Je pouvais doubler personne de plus majestueuse que Michelle Pfeiffer. C'était ma pire expérience. Et j'ai doublé des nanas que t'as jamais entendu, ni d'Adam ni d'Ève, complètement nues. Et c'était génial. Donc voilà, il y a tout ce truc-là. Et puis voilà, hein, longue vie au cinéma, vive le roi, tout ça. Oui, je pense qu'aujourd'hui, en tous les cas, le chemin que tu es en train de prendre pour devenir actrice, mais aussi de juste, vivre ta passion, c'est ça qui fera que tu réussiras encore plus demain, c'est sûr. En tout cas, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Non. Et j'en prendrai pas d'autre parce que voilà, ça m'intéresse pas. C'est clair. Voilà. Donc, écoute, Mélissa, c'était un vrai plaisir de faire ce podcast avec nous. Donc, c'était un vrai plaisir aussi parce qu'on a fabriqué ta salle de cinéma. Que je le répète, effectivement, il y a eu un épisode de Home Cinema Creator qui a été tourné assez incroyable. Donc, que je t'invite à regarder là. Hâte de voir. Voilà. Et donc, écoute, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures parce que de toute façon, là, on va bouger ensemble. On a même un projet de travailler peut-être ensemble. On a même un projet qui est très intéressant. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci à tous. Merci tout le monde. Vous êtes trop cool.